Bonjour, bienvenue. Alors, on avait commencé à voir cette question de précatalyseur et de catalyseur. C'est une question qui a alimenté récemment la littérature de façon extrêmement forte. Ça vient de ce constat que comme vous le savez, donc il y a cette dualité catalyse homogène, catalyse hétérogène, et il s'avère que les chimistes de la catalyse homogène sont confrontés au problème qui est indiqué sur cette figure, à savoir que, et on l'a illustré la dernière fois, notamment à travers des exemples de transformation de complexes moléculaires en solides, en métal, dans des conditions réductrices. Bon, c'est cette observation que le catalyseur moléculaire soluble peut subir à cause de conditions extrêmes des transformations qui le font transformer en solide, de sorte que la littérature d'abord, a été remplie dans un premier temps, de résultats qui étaient sujets à caution. Ensuite, j'ai indiqué que, notamment, Richard Finke, notamment à propos de l'hydrogénation du benzène, de réactions de type hydrogénation du benzène catalysée par des complexes organométalliques, avait soulevé la question de la transformation de ce complexe en solide et avait proposé toute une méthodologie pour répondre à cette question. Bon, il a fallu un peu de temps, mais la littérature est quand même remplie de résultats qui attribuent à des complexes moléculaires des activités catalytiques, alors que tout démontre que ce n'est pas le cas. Je n'ai pas encore évoqué cette situation-là. En fait, c'est une situation qui, peut-être encore plus que la précédente, a fait l'objet de tout un tas de controverses récemment dans la littérature, et c'est celle-là que je vais discuter. Alors, en fait, comme vous le savez, sur cette... Bon, on est en train de... Donc, j'attaque cette question de l'oxydation de l'eau. L'oxydation de l'eau, comme vous le savez, c'est une réaction extrêmement importante pour tout le développement des technologies de l'énergie dont je parlais, notamment à travers la question de la décomposition de l'eau en hydrogène et en oxygène dans des électrolyseurs, à travers donc cette stratégie de stockage de l'énergie électrochimique, énergie électrique en énergie chimique. Et donc il y a évidemment un engouement et un gros travail à l'échelle de la planète sur la mise au point de catalyseurs pour cette réaction donc d'oxydation de l'eau à 4 électrons qui produit de l'oxygène. Bien sûr, vous avez en tête que ces protons et ces électrons sont ensuite utilisés pour faire de l'hydrogène, notamment dans une cathode, dans un électrolyseur. Alors, évidemment, cette réaction-là, elle nécessite le plus souvent des conditions assez extrêmes qui sont des conditions de potentiel très positif, ou bien d'oxydants puissants, hein, puisque oxyder l'eau, ça nécessite de très hauts potentiels. Donc, dans des conditions chimiques ou photochimiques, il faut des oxydants puissants. Assez souvent, ces réactions sont étudiées à des pH basiques. Donc tout ça fait un ensemble de conditions expérimentales qui aujourd'hui, en tout cas, ce n'était pas le cas il y a peut-être 10-15 ans, mais aujourd'hui, doit nous alerter sur la possibilité qu'en effet, en travaillant sur un complexe moléculaire, on peut en effet produire
y compris dans des toutes petites quantités qui sont, on le verra, difficiles à voir, des oxydes métalliques, qui sont les espèces actives. Alors ça, c'est d'autant plus vrai que, par exemple, lorsque vous travaillez avec des complexes à base de métaux nobles, là, à nouveau, quand je parle de complexes, c'est des complexes de coordination, des complexes organométalliques à base de ruthénium ou d'irinium, eh bien, il suffit qu'il se forme un tout petit peu d'oxyde, et ces oxydes-là sont parfaitement connus pour être des très très bons catalyseurs pour l'oxydation de l'eau. Donc il suffit de pas grand-chose pour que vous attribuiez une activité au complexe alors que ça vient de particules d'oxyde métallique qui se forment. Et ceci est vrai également pour des complexes à base de métaux non nobles, et comme le cobalt, et je passerai un peu de temps à discuter finalement une histoire assez récente, une controverse autour des complexes de cobalt qui ont effectivement une tendance aussi à donner des oxydes de cobalt qui ont été récemment montrés comme étant de bons catalyseurs pour l'oxydation de l'eau. Le manganèse, c'est aussi un autre cas. Beaucoup de discussions sur des systèmes à base, des complexes moléculaires à base de manganèse, mais je n'en parlerai pas, mais évidemment le manganèse est un métal de choix dans ce domaine-là, puisque, comme vous le savez, j'ai eu l'occasion plusieurs fois de l'indiquer, la nature a choisi le manganèse pour faire de l'oxydation de l'eau dans le contexte du photosystème. Et là aussi, à travers toute une littérature que vous pouvez analyser, où tout un tas de laboratoires ont élaboré des complexes biomimétiques, bio-inspirés à base de manganèse, s'inspirant donc du photosystème, ont étudié des réactions d'oxydation catalysées par ces complexes de manganèse. Et là aussi, il y a eu des controverses, des discussions, puisqu'il y a la possibilité, en effet, que ces complexes se décomposent en partie pour donner des oxydes de manganèse, qui sont aussi connus pour être des catalyseurs de l'oxydation de l'eau. Et donc, toute la question, dans toute une littérature, et dans un domaine assez complexe, c'est, à tout moment, c'est quelle est l'espèce active. Alors, dans la littérature, il y a tous les degrés de questionnement sur cette problématique. Vous verrez des papiers, j'en citerai un, qui est peut-être l'exemple le plus parfait de l'ensemble des expériences qui ont été faites pour répondre à cette question. Parfois, il n'y a rien, c'est-à-dire que l'auteur attribue au complexe moléculaire alors qu'on peut soupçonner qu'il y a aussi des oxydes métalliques. Et puis parfois, il y a des choses insuffisantes, c'est-à-dire 2-3 tests. Et en fait, évidemment, c'est une question qui est très difficile à résoudre parce que, d'une part, c'est très difficile d'observer des toutes petites quantités de solides. Il suffit qu'il y ait quelques pourcents du catalyseur moléculaire qui soit décomposé en solide pour qu'on ait une activité. Et donc là, il faut faire toute une batterie de tests. Et parfois, on voit bien que les auteurs rechignent à faire toute cette batterie de tests. Par ailleurs, et vous verrez, je vais illustrer ça, cette réaction-là peut être présente ou non en fonction des conditions expérimentales. Il peut y avoir des conditions expérimentales dans lesquelles ça ne se produit pas et d'autres conditions pas très éloignées où ça se produit. On verra des exemples où dans des conditions photochimiques, ça semble ne pas se produire et dans des conditions électrochimiques, ça se produit. En fonction du pH, vous pouvez avoir ce phénomène ou pas. Enfin, voilà. Et puis, une grande question que j'ai déjà évoquée et sur laquelle je reviendrai à plusieurs reprises, c'est est-ce que le ligand, ici, joue un rôle important dans la formation des particules, dans la stabilisation des particules ou dans la stabilisation du complexe, dans la morphologie des précipités qui se forment. Évidemment, ça c'est extrême, et ça c'est difficile souvent à identifier. Et donc, la question qui se pose le plus souvent, c'est est-ce que j'ai la même chose si je pars d'un sel de métallique plutôt que d'un complexe de coordination. Alors, ce n'est pas anodin, cette histoire-là, parce que
si tout revient à la fin à un sel métallique et que le ligand ne joue pas un rôle, en effet, je retombe sur ce que j'ai évoqué la dernière fois, ce n'est pas la peine de s'embêter de faire un complexe organométallique où des gens vont passer des années à faire, pas des années, mais des mois à synthétiser un ligand pour à la fin avoir de simples oxydes métalliques. A l'inverse, si vraiment le ligand joue un rôle, ça ouvre une perspective absolument énorme et ça revalorise le travail du chimiste moléculaire puisque vous pouvez contrôler à la fois la nature, la structure du métal du solide qui se forme et son activité à travers ce ligand L. Et quand je dis que ça ouvre une perspective, c'est de fait la chimie moléculaire est un outil pour contrôler, moduler le catalyseur solide qui en découle. Et ça, c'est très intéressant. Même si ce n'est pas très simple, parce que le ligand lui-même, soit il est maintenu dans toute son intégrité, soit il est décomposé lui-même dans ces conditions, et quelle est la partie organique qui joue un rôle, enfin, tout ça, ce sont des choses qui sont encore émergentes et qu'on ne maîtrise pas très bien. Et je vais donner quelques exemples. Alors, je vais parler un peu du cobalt. Et l'intérêt pour les oxydes de cobalt a été, d'une certaine façon, réactivé, parce qu'en fait, avant que ce travail soit publié, peut-être 10 ou 15 ou 20 ans avant, il était connu qu'à des potentiels oxydants, les sels de cobalt donnent des oxydes de cobalt qui se déposent sur des électrodes. Il y a ces fameux papiers de Shafirovich dans un journal qui doit être, je ne sais plus, enfin un journal de très faible impact, mais qui est très intéressant. Et en fait, donc Dan Nocera, en 2008, a sorti ce papier dans Science qui a fait grand bruit, puisque c'est une époque où on commence à s'intéresser à des catalyseurs à base de métaux non nobles pour faire de l'oxydation de l'eau, c'est-à-dire qu'on sort du ruthénium, de l'iridium, de leurs oxydes, pour attaquer des systèmes à base de métaux non nobles. Et dans ce travail-là, vous voyez, Science 2008, ce que montre ce groupe, donc à l'époque Nocera est au MIT, il est à Harvard actuellement, il démontre que simplement une électrolyse de sel de cobalt, et notez bien que c'est à pH 7, donc à potentiel élevé, c'est-à-dire dans des conditions où peut se faire de l'oxydation de l'eau, ce qu'il observe, c'est qu'il a un dépôt de nanoparticules. Alors, dans la littérature, il y a différentes façons vous verrez différents noms. On appelle ça COPI ou COOX ou COEC pour Oxygen Evolving Catalyst. En fait, c'est un hydroxyde, oxyde mixte de cobalt avec la présence de phosphate, puisque ceci est réalisé dans un tampon phosphate. Et ce matériau, qui est un solide amorphe, a comme propriété de catalyser l'oxydation de l'eau avec un très bon rendement faradique et, disons, à l'époque, des propriétés d'électrocatalyse intéressantes. Depuis, on a fait beaucoup mieux, mais disons qu'à l'époque, ça méritait donc une publication dans Science. Et donc, vous voyez que c'est un système assez complexe qui a la propriété suivante, c'est-à-dire, vous voyez, vous avez du cobalt 2 en présence d'oxydants, d'oxydants à un potentiel élevé. Vous avez l'oxydation en cobalt 3 qui, en présence de phosphate, précipite pour donner ce matériau. Et c'est ce matériau-là sur l'électrode qui est responsable de la catalyse d'oxydation de l'eau en oxygène. Un aspect intéressant de ce système-là, développé par Nocera, j'en parle un petit peu en détail parce que c'est un matériau qui a été très étudié, très exploité. Et vous voyez, encore, en 2017, il y a des articles qui s'intéressent au mécanisme d'action de ce catalyseur. Et ce qui est intéressant, c'est un des aspects intéressants de ce catalyseur, c'est que lorsque le cobalt
qui est proposé atteindre l'état d'oxydation 4 pour faire l'oxydation de l'eau en oxygène, eh bien, se retransforme en cobalt 2, eh bien, vous pouvez avoir redissolution de ce cobalt 2. Et comme on est à potentiel imposé élevé, eh bien, ce cobalt 2, systématiquement, s'il est repasse en solution, il se réoxyde et revient dans l'électrode. Donc, on a parlé d'auto-réparation du matériau solide. Et vous voyez, dans les années récentes, on étudie le mécanisme d'assemblage de ce catalyseur. Vous avez le cobalt 2 qui est oxydé par des cobalt 4 sur le matériau pour construire sur le catalyseur ce matériau. Et effectivement, ce qui a été proposé, là aussi, vous voyez des travaux très récents, ce qui a été proposé, c'est que les sites actifs de cet oxyde, c'est un site en bord du solide, et essentiellement le cœur catalytique, c'est ce binucléaire de cobalt, hydroxo. Et donc là aussi, vous voyez que lorsque, après, comme je l'ai dit, après accumulation d'équivalents oxydants sur ce complexe, enfin, c'est pas un complexe, sur ce site du solide en surface, après accumulation d'équivalents oxydants, on a l'oxydation de l'eau et libération de l'oxygène, on se retrouve avec des systèmes à base de cobalt 2+. Alors ces cobalt 2+, ils peuvent repasser en solution, et ça c'est effectivement parce qu'on est à pH neutre. À pH basique, bon, au cours de l'oxydation de l'eau, vous avez vu que la réaction donne de l'oxygène, mais aussi des protons. Donc à pH basique, on a suffisamment d'hydroxyde pour neutraliser ces protons. Par contre, à pH neutre, la concentration des hydroxydes, c'est 10-7. Et donc, la base la plus forte, c'est l'oxyde lui-même. Et à ce moment-là, on a la réaction de l'oxyde avec des protons et on a une dissolution, on a une corrosion, on a une dissolution du cobalt 2. Mais là, à nouveau, à cause du potentiel, on a ce phénomène de réparation. Et ensuite, tous les cobalt 2 qui sont là conduisent à cet oxyde. Bon, voilà, tout ça est parfaitement bien établi, encore étudié, et on aura l'occasion plus tard de regarder un peu plus en détail l'état de la situation en termes des catalyseurs d'oxydation de l'eau. Mais je passe ici maintenant à une autre étape de cette discussion. Quelques années après, en 2010, on a ce papier de Craig Hill, donc beaucoup d'excitation autour du cobalt à la suite des travaux de Nocera. Et vous allez le voir, ici c'est un système un peu particulier, mais on va voir aussi des systèmes à base de cobalt plus simples. Donc vous avez ce qu'on appelle un polyoxométallate. Ici vous avez des atomes de cobalt qui sont complexés par ce polyoxotungstate. Et en 2010, vous voyez 2010, puis après un travail en 2011, Hill publie donc dans Science des propriétés catalytiques formidables de ce polyoxométallate. Et ici, c'est un système qui est étudié du point de vue de la réactivité, soit par un oxydant chimique, et ici c'est l'oxydant, c'est un complexe du ruthénium 3+, donc à l'état très oxydé, et le polyoxométallate, ici, WOC, ça veut dire Water Oxidation Catalyst, donc catalyse cette réaction de production d'oxygène. L'article aussi utilise des conditions photochimiques avec un oxydant de type peroxyde pour faire cette réaction. Et évidemment, après le travail de Nocera,
à ce moment-là, tous les articles qui parlaient de cobalt étaient accusés de faire des oxydes de cobalt. Et il a été très, très lourdement attaqué sur cette question-là. Et on voit bien dans la construction de l'article que les référés n'ont pas arrêté pendant tout le processus d'évaluation de l'article de lui demander des confirmations qu'il ne s'agissait pas d'oxyde métallique. Et il écrit ceci, hein, les ions cobalt et les hydroxydes oxydes hydroxyde de cobalt qui peuvent se former sont connus pour être des catalyseurs d'oxydation de l'eau. Donc, nous rapportons ici 7 expériences qui montrent que ce catalyseur est stable dans les conditions catalytiques et ne se décompose pas en ions cobalt solubles, parce qu'évidemment, comme vous l'avez vu, ces ions cobalt vont donner des oxydes et ne donnent pas d'oxyde et d'hydroxyde. Et d'une certaine façon, cet article est assez exemplaire de l'effort, mais je pense que c'est parce qu'il a été poussé jusqu'à son extrémité par les rapporteurs de cet article et par la communauté scientifique qui, voilà, impressionnés par l'activité de ce système, ont supposé qu'il y avait des oxydes et des hydroxydes. Bon, voilà. Donc, il démontre que ce composé est parfaitement stable en solution à travers des études de spectroscopie UV visible, RMN, donc très stable en solution. Que deuxièmement, il n'y a pas, au cours de la réaction, lorsqu'il ajoute un inhibiteur de type bipyridine, qui est un très bon complexant du cobalt, il n'y a pas d'inhibition. Il a des effets, alors je ne vous montre pas toutes les datas, mais il voit des différences très nettes. Donc il compare le polyoxométallate avec des sels de cobalt dans les mêmes conditions et il montre qu'il y a des comportements très très différents, en particulier des choses très différentes en ce qui concerne l'effet du pH sur l'activité, ce qui permet de conclure que ce n'est pas la même chose. Évidemment, le catalyseur est analysé après la réaction par infrarouge, RMN, voltammétrie cyclique, et on observe qu'il n'a pas bougé, donc il est intact. Même si chaque fois, on peut dire qu'il suffit qu'il y ait 1% et qu'on voit 99% intact, mais qu'il y ait 1% et ça c'est très délicat, mais néanmoins, et le POM est recyclable et garde la même activité spécifique. Et en gros, c'est le ligand polyoxotungstate ici qui joue un très grand rôle dans la stabilisation des complexes de cobalt. Bon, malgré cela, quelques 2 ans plus tard, le fameux Finke, celui qui était à l'affût de toute erreur dans la littérature concernant l'attribution des propriétés catalytiques à un complexe moléculaire, dit c'est pas vrai. Et il publie donc dans le JACS en 2011 que ce complexe, en fait, se transforme en oxyde de cobalt, qui est le catalyseur de la réaction. Alors ici, j'ai entouré électrocatalytique parce que, effectivement, c'est dans des conditions électrocatalytiques qui n'ont pas été utilisées par Hill, le précédent, et donc on n'est pas tout à fait dans les mêmes conditions, et donc ici je parle de conditions électrocatalytiques. Et donc voilà le schéma qu'il propose. Donc il travaille sur évidemment des électrodes, et comme je l'ai déjà dit, les conditions électrochimiques sont tout à fait différentes des conditions photochimiques, et en particulier parce que dans les conditions électrochimiques, on a une électrode, on a quelque chose de solide qui peut être une source de cristallisation, de précipitation de matériaux qui sont en contact. Et voilà donc comment, enfin, vous comprenez très bien ce schéma-là, c'est que, contrairement à ce que disait Hill, ce composé-là se décompose en cobalt de plus, qui, à ce potentiel-là, donne les oxydes de cobalt de type nocera. Et donc c'est ça qui est responsable de l'oxydation de l'eau et pas ce composé, c'est ce qu'il affirme là, et juste pour vous indiquer un peu tout ce qu'il fait, pour
pour flinguer Hill. D'une part, il démontre que, et ça c'est peut-être la seule contradiction avec le travail de Hill, il démontre que ça c'est un spectre d'absorption du polyoxométallate, il démontre qu'il y a une légère disparition de cette bande. Il observe qu'il y a apparition de cobalt 2+ en solution. Il voit en effet des nanoparticules solides à la surface de l'électrode. Et s'il compare, vous voyez, ce film, il n'observe pas de tungstène, donc ce n'est pas le pomme qui s'est déposé sur la surface, puisque quand il dépose du pomme sur la surface, effectivement, il a des signatures du tungstène, donc c'est assez différent. Donc voilà, la conclusion que ce sont des oxydes de cobalt. Par ailleurs, le fameux Rinse test, donc après rinçage et en absence de ce polyoxométallate, bon, il voit de l'activité. Donc, ce qui est déposé à la surface est catalytique. Et lorsqu'il compare, vous voyez ici, une solution, il fait de l'électrolyse sur une solution de pomme qu'il a laissée pendant 3 heures vieillir, entre guillemets, donc avec cette décomposition légère du pomme et l'apparition de cobalt 2+, et il compare une solution de nitrate de cobalt, tout simplement, dans les mêmes conditions, il voit les mêmes propriétés catalytiques en oxygène. Voilà, donc qui a tort, qui a raison, c'est très compliqué, puisque d'une certaine façon, avec cet exemple-là, on part d'un système moléculaire soluble et à nouveau, tout a l'air d'indiquer que dans des conditions, même extrêmes, avec un fort oxydant chimique ou photochimique, ça semblerait rester homogène, et à l'inverse, lorsqu'on est en conditions électrochimiques, ça semble être hétérogène. Donc vous voyez, c'est très complexe, c'est vraiment très complexe, et ça nécessite en effet de faire extrêmement attention à ce qu'on dit dans ces domaines-là. Il a fait attention avec tous les tests pour conclure que c'est bien un système homogène. Finke a eu d'une certaine façon raison, mais en partie tort, d'attaquer Hill parce que les conditions dans lesquelles il a testé ne sont pas les mêmes. Voilà. Néanmoins, bon, la seule contradiction que je vois entre les deux travaux, c'est que dans le papier de Hill, il montre que le pomme ne bouge pas pendant des heures et des heures et des heures, alors que Finke, dans les mêmes conditions, à pH 8, voit une diminution. Bon. Voilà. Donc, vous voyez, donc tout ça publié dans des papiers de très fort impact, et ça fait beaucoup de discussions et de controverses. C'est la même chose avec des complexes plus simples de cobalt. Il y a eu un engouement autour de ces systèmes à base de cobalt pour l'oxydation de l'eau. À nouveau, avec cet intérêt pour quitter les catalyseurs à base d'oxyde de ruthénium, d'iridium, etc., pour passer à des catalyseurs, disons, à base de métaux non nobles, moins chers et de préférence aussi actifs. Et donc, il y a eu, à la suite du travail de Nocera et de Hill, il y a eu un grand engouement pour étudier des systèmes encore plus simples, d'une certaine façon, à base de, vous voyez, ici c'est un exemple, mais j'en montrerai d'autres, des systèmes à base des complexes de coordination organométallique à base de simplement cobalt et de ligands relativement simples. Et donc il y a eu toute une série de travaux, là aussi avec des degrés divers de finesse dans l'analyse, certains attribuant au complexe de l'activité sans se poser des questions, et donc les référis non plus, hein, et d'autres en étant un peu soucieux de ça avec quelques tests, et puis d'autres encore plus rigoureux avec toute une batterie de tests pour démontrer si oui ou non il y avait catalyse homogène ou hétérogène.
Et en fait, ce qui ressort de toutes ces études, c'est que, évidemment, c'est assez trivial, mais néanmoins, évidemment, ça dépend de la stabilité. Enfin, le ligand joue un rôle dans la stabilité du complexe, évidemment. Hein, et les complexes les plus polydentates possibles sont les plus stables. Également, il y a la question de la susceptibilité des ligands eux-mêmes à l'oxydation. On va voir un exemple, mais les ligands eux-mêmes à des potentiels élevés ou en présence d'oxydants élevés peuvent être soumis eux-mêmes à des dégradations. Et à nouveau, la question de l'importance du ligand, ou à cause de l'oxydation des résidus organiques qui découlent de cette oxydation. Donc l'importance du ligand, à nouveau, dans la formation des particules d'oxyde, dans le contrôle de la taille, de la morphologie, de l'agrégation des particules, l'importance donc de ces résidus organiques, et tout ça, évidemment, peut découler sur des activités différentes en fonction des ligands, je l'ai déjà dit. Donc la question, c'est, partant d'un complexe, on peut avoir en effet libération du cobalt de plus qui devient un oxyde, mais on peut aussi avoir une oxydation du ligand qui est présente dans le matériau qu'on pourrait appeler hybride, puisqu'il contient à la fois du solide et de l'organique. Et la question est de savoir si cette entité-là, hybride, est différente ou non d'un simple oxyde de cobalt. Et c'est ça toutes les questions. Et si en effet il y a une différence, eh bien, à nouveau, on tombe sur ce concept que ces matériaux-là sont originaux et doivent être étudiés en tant que tels. Voilà quelques exemples dans la littérature de différents complexes qui ont été étudiés. Vous voyez ici des complexes qui ont été proposés comme étant suffisamment stables pour être catalytiques en tant que tels et ne pas dépendre de la production d'oxyde de cobalt. Et puis, un exemple, et je vais passer un tout petit peu de temps sur celui-ci, qui a été étudié par un grand chimiste japonais, Fukuzumi, spécialiste de photochimie en particulier, et qui a montré qu'au contraire, ce complexe était actif parce qu'il produisait des oxydes. Et alors, voilà, donc dans ce système, il étudie le catalyseur, celui-ci, donc dans des conditions photochimiques, un oxydant sacrificiel, ici c'est peroxodisulfate, un photosensibilisateur, le classique tris-bipyruthénium, et voilà, donc l'oxydant, enfin donc la lumière excite le photosensibilisateur, il est oxydé par le peroxydisulfate, qui donne une espèce oxydée, et cette espèce oxydée oxyde l'eau en oxygène grâce au catalyseur. Et en fait, bon, très clairement, ce que montre Fukuzumi, c'est qu'il observe des dépôts métalliques, enfin de solides, que cette espèce est clairement responsable parce qu'elle est très différente de celle qui serait issue d'un simple cobalt de plus, donc il a fait toutes les comparaisons. Je donne ici quelques exemples. Vous voyez, il regarde la dépendance en pH de l'activité, il observe que, vous voyez, ce catalyseur-là supporte les pH basiques, puisque à pH 10, ça ne retombe pas, alors que s'il part d'un sel de cobalt, tout simplement, vous voyez, 6, 7, 8, 9 et 10, et ça retombe. Donc, vous voyez, c'est des choses comme ça un peu indirectes. Il observe que si... bon, par ailleurs, le catalyseur, celui-ci, est plus actif que le sel de cobalt, et quand la réaction se termine et qu'il rajoute dans un deuxième test, enfin avec la même solution, il rajoute de l'oxydant, ça repart, donc le système est assez stable et ça repart moins bien avec le sel de cobalt. Voilà, il y a tout un tas de choses comme ça, des tests intermédiaires.
Autre exemple, bon, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais il regarde des effets de concentration. Vous voyez, le sel de cobalt a cette courbe-là en fonction de la concentration de catalyseur. Le complexe a une courbe totalement différente. Donc, à nouveau, on ne peut pas dire que c'est simplement du sel de cobalt. Et donc, à nouveau, on tombe sur cette question. Le ligand est important. Et en effet, et là, c'est un des rares papiers où il y a cette étude extrêmement approfondie de l'ensemble du dispositif, y compris à travers l'étude de la transformation du ligand. Et enfin, par tout un tas de méthodes, ici je montre le spectre RMN, mais il démontre qu'il y a du CO2 qui se forme, qui vient de l'oxydation du ligand. Il démontre que, en effet, le spectre RMN, en présence de l'oxydant ruthénium-3, change. Hein, vous voyez le spectre RMN du ligand, en effet, au départ et après des réactions avec un oxydant. Donc, le ligand se décompose. Et puis, par d'autres techniques, analyse thermogravimétrique ou analyse thermique différentielle, il observe qu'il a des résidus organiques, il a du carbone dans le matériau. Voilà. Et ça confère au système une morphologie, une nature, une structure différente de celle qu'on obtient avec simplement des sels de cobalt. On a des nanoparticules qui font de l'ordre de 10-50 nanomètres et ce n'est pas les mêmes tailles avec le sel de cobalt. Vous voyez, c'est tout cet ensemble-là. Donc, à nouveau, le ligand joue un rôle très important. Et donc, voilà. Je pense qu'il y a tout un tas de choses à faire dans ce domaine-là sur la considération beaucoup plus importante que ce qu'on voit aujourd'hui enfin, en tout cas dans le domaine de l'oxydation de l'eau, de ce qu'on voit aujourd'hui sur l'utilisation de précatalyseurs, de complexes organométalliques, de complexes de coordination, donc comme précatalyseurs et source de solides catalytiques qui peuvent être modulés, contrôlés en modifiant les ligands organiques. Et ça n'a pas été tellement fait. Je pense que ça serait assez intéressant de regarder comment, par exemple sur un système comme ça, comment des variations sur ce type de ligand peuvent changer de façon assez drastique l'activité des catalyseurs. Alors, évidemment, tout ça, je l'évoque parce que, à nouveau, mon propos est de montrer en quoi la chimie moléculaire peut jouer un rôle, y compris dans la catalyse hétérogène. Alors, je vais terminer cette observation, cette discussion sur une autre réaction. Donc la dernière fois, j'ai parlé de réduction des protons en hydrogène. Je viens de parler de l'oxydation de l'eau et je voudrais parler d'une autre réaction qui est celle de la réduction du dioxyde de carbone. Donc, je l'ai déjà évoqué dans mon cours introductif, c'est une des réactions d'activation de petites molécules qui est absolument centrale, à nouveau, dans la perspective des nouvelles technologies de l'énergie. Donc ici, c'est cette réaction donc de réduction avec un certain nombre d'électrons et un certain nombre de protons du CO2 en toute une série de produits. Je reviendrai très brièvement sur une diapositive que j'avais déjà montrée il y a 2 semaines. Donc pour donner toute une série de produits, donc ça peut être du monoxyde de carbone, de l'acide formique et puis tout un tas d'autres produits. Alors, on a beau tourner les choses dans tous les sens, à part quelques informations fragmentaires
éventuellement discutable. Depuis le travail de Hori, un électrochimiste japonais au milieu des années 80, eh bien, le seul métal qui conduit essentiellement à autre chose que de l'acide formique et du monoxyde de carbone, c'est le cuivre. Ici, voilà une figure de cet article très ancien où vous pouvez voir qu'en fonction du potentiel qui est appliqué, vous pouvez avoir différents produits et à très bas potentiel, donc avec malheureusement des surtensions très élevées, vous pouvez obtenir des hydrocarbures et pas simplement de l'hydrogène, de l'acide formique et du monoxyde de carbone. Bon, ceci explique, et c'est pour ça qu'on aura à plusieurs reprises des discussions sur les électrodes de cuivre, enfin sur le cuivre. Donc depuis ces observations-là, et avec un engouement encore plus fort au cours de ces toutes dernières années, le cuivre apparaît comme le métal qu'il faut développer pour faire ces réductions multiélectroniques. Alors je rappelle qu'en effet, un des problèmes de la réduction du CO2, mais j'ai déjà montré ça, donc je ne vais pas aller trop loin, y passer trop de temps, mais il y a un gros problème de sélectivité dans la réduction du CO2, puisque, comme vous le voyez, en fonction du nombre d'électrons et de protons que vous ajoutez, vous pouvez faire en effet tous ces produits dont j'ai parlé, méthane, éthylène, éthanol, etc. Donc il y a un problème de sélectivité, mais néanmoins, vous voyez que le monoxyde de carbone et l'acide formique, c'est des réactions relativement simples à 2 électrons, 2 protons, un peu comme la formation de l'hydrogène. Et que lorsque vous passez à ces molécules-là, évidemment, ce sont des réactions d'une très grande complexité, parce que beaucoup d'électrons, beaucoup de protons. Et donc, c'est ce qui explique les grandes surtensions. Mais néanmoins, voilà, la question se pose toujours de savoir, et dans la littérature évidemment, chacun défend son point de vue en disant que, eh bien, il vaut mieux produire du monoxyde de carbone et de l'acide formique parce que c'est plus simple et qu'après on peut évidemment en faire quelque chose. Hein. D'autres invoquent qu'il faut faire du méthane, parce que le méthane est un produit de notre industrie extrêmement important. Enfin, d'autres pensent qu'il faut plutôt aller vers des hydrocarbures à plusieurs carbones et des alcools. Bon. Voilà. Alors, je voudrais donc, dans le contexte de la discussion sur la transformation de complexes moléculaires en solides, et à nouveau la question, quand on part d'un complexe moléculaire, est-ce qu'on a vraiment de la catalyse homogène, de la catalyse hétérogène? Je voulais parler d'un travail qu'on a commencé il y a quelques années et qui nous a fait nous détourner vers de la catalyse hétérogène alors qu'on travaillait sur de la catalyse homogène. Alors quand on a commencé ce travail-là, donc à l'époque en collaboration avec Vincent Artero à Grenoble, et c'est un travail qui a été mené par Yuan, qui est aujourd'hui au laboratoire au Collège de France, on s'est posé la question, on s'est dit, c'est assez étonnant, enfin c'était peut-être un peu idiot comme question, mais c'est assez étonnant, le cuivre apparaît comme étant le métal de choix pour une électrode, je parle du cuivre zéro, le cuivre métallique, et dans la littérature, il n'y a pratiquement rien, il n'y a vraiment rien sur des complexes moléculaires de cuivre. Alors, on aurait peut-être pu lire un peu plus et puis se dire qu'en effet, s'il n'y a pas de complexe moléculaire, c'est parce que quand on réduit à bas potentiel ces complexes, en effet, ils donnent du cuivre zéro qui se dépose. Enfin, on n'en savait rien, et il s'avère que c'était une époque où on démarrait le projet sur la réduction du CO2,
et on étudiait toute une série de complexes moléculaires à base de cuivre, de cobalt, de nickel, et avec des ligands très simples, de type cyclame ou de type terpyridine. Il y avait en même temps une étudiante en thèse, Noémie Elgrichy, qui attaquait des complexes terpyridine, par exemple. Et ici, le cyclame avait été choisi parce qu'il y avait des complexes de cyclame de nickel qui étaient connus pour être de bons catalyseurs du CO2. Et donc l'histoire que je vais vous raconter est décrite dans ces deux articles, en 2015 et 2016. Et donc on a commencé à travailler sur ce complexe de cuivre. Et évidemment, dans ce cas-là, c'était relativement simple de voir qu'il y avait un dépôt. Il n'y avait pas besoin de toute la batterie de tests que j'ai évoquée, parce que ce qui se déposait, notamment sur une électrode transparente, avait une magnifique couleur bleue. D'ailleurs, on parlait du blue material. Voilà. Et donc là c'est le genre de situation, si vous voulez, où on est à la croisée des chemins. Dans la plupart des cas, un chimiste moléculaire qui a envie que de faire des molécules, il prend cette électrode, il la met à la poubelle, et ça s'arrête là. Bon. Alors, ce n'est pas ce qu'on a fait, et je dois dire que c'est à la fois parce qu'on a été curieux de ce matériau, mais aussi finalement parce qu'on ne connaissait rien au problème. Parce que, au fond, si on en savait beaucoup plus sur la chimie du cuivre, on aurait pensé que des tas de gens avaient étudié l'électrodéposition de cuivre sur des électrodes. Bon, voilà. Des fois, c'est utile de ne pas en savoir trop pour faire des choses en recherche. Donc voilà. Donc dans des conditions, si vous voulez, en présence d'eau, dans un solvant organique et dans des conditions d'électroréduction de ce complexe, eh bien, ce qu'on observe, c'est un dépôt. Et donc là, au lieu de s'arrêter là, on a regardé ce qui se passait. Donc on s'est lancé dans toutes ces caractérisations. Donc vous voyez l'analyse chimique, les microscopies diverses, EDX, XPS, absorption X, etc. Et là, c'est un exemple où on a vraiment un matériau hybride, c'est-à-dire que donc c'est clair que ces particules étaient des particules de cuivre avec des oxydes de cuivre. Il y avait du carbonate, il y avait du formiate et il y avait du cyclame. Le cyclame est présent à très faible quantité sur ce matériau. Et les propriétés de catalyse de ce matériau sont intéressantes puisqu'ils catalysent la réduction du dioxyde de carbone en acide formique avec des propriétés qui sont assez intéressantes. Très bon rendement. Alors, à nouveau, il faut savoir que l'acide formique, c'est un composé assez intéressant, j'aurais pu le dire tout à l'heure, mais c'est un composé assez intéressant qui est utilisé dans l'industrie, pas de façon massive. Donc, voilà, tout système qui transforme le CO2 en acide formique est intéressant s'il le fait avec une efficacité énergétique bonne. Et ici, vous voyez, quand vous regardez ces données-là, de bons rendements faradiques et une surtension relativement faible. Donc, voilà. Et là aussi, donc, on s'est posé la question, est-ce que le ligand joue un rôle? Et là, c'est très clair, puisqu'on a pris différents types de catalyseurs, de précurseurs. Et vous voyez, ça, ce sont des électrolyses. Vous voyez, les courants sont différents. Vous observez aussi que ce n'est pas un sel de cuivre, puisque si vous faites l'électrolyse avec un sel de cuivre, vous voyez que le système n'est pas stable, alors que l'électrolyse est stable avec un catalyseur à base de cuivre cyclame, que ce n'est pas la même chose que du simple cuivre zéro. Donc, vous voyez, donc, en accumulant la comparaison de différents catalyseurs, comparaison avec des sels,
comparaison avec simplement du cuivre zéro, eh bien, on arrive au constat qu'on a un système, en partant d'un catalyseur moléculaire, qui conduit à l'espèce active qui est là, qui est du cuivre zéro, mais au sein d'un matériau pas bien défini. Il est coloré quand même, hein, il est bleu, donc il y a du cuivre 2. Est-ce qu'il y a un polymère de coordination là-dedans, avec le cuivre 2, les carbonates, le formiate, bon, etc. Et ce matériau, on ne l'obtient jamais exactement identique si on part simplement de sel de cuivre. Donc c'est un assez bel exemple de l'importance du ligand dans la production d'espèces catalytiques. Voilà, donc on est arrivé à cette conclusion. Bon, le cuivre cyclame est un précatalyseur. Le catalyseur, le vrai catalyseur, ce sont des nanoparticules qui sont déposées. Le cuivre zéro est l'espèce active. Donc sélectivité pour l'acide formique, très bonne stabilité du catalyseur, des surtensions faibles. Bon, il y a mieux que ça, hein, au niveau de ces propriétés-là. Mais la chose donc importante, c'est son activité dépend du ligand L. Donc modulable et potentiellement optimisable. Et ce qu'on écrivait dans la conclusion, le rôle exact du ligand organique, ben, on ne sait pas très bien. Ça pourrait être peut-être d'activer des sites actifs en surface par coordination. Alors, je ne rentre pas dans le détail, mais on a du cuivre zéro actif. Est-ce que des ligands azotés peuvent activer des sites cuivre zéro? Ça peut participer aussi dans les transferts de protons, puisque ce sont des amines et les protons à proximité peuvent être facilités. Et puis, peut-être, puisque les amines peuvent interagir avec du CO2, la présence du cyclame ou peut-être de résidus aminés à la surface du catalyseur participe à la capture transitoire du CO2. Et donc, l'augmentation de la concentration locale du CO2 à la surface. Donc il y a plein de choses à regarder, et là aussi, c'est encore pas très simple. Très récemment, on voit cet article qui en fait un peu la même chose avec un autre ligand. Donc le 3,5-diamino 1,2,4-triazole. Et là, ce qui est intéressant, c'est que, à nouveau, en partant de ce complexe-là, et dans des conditions un peu différentes de celles qu'on utilisait d'électrodéposition sur l'électrode, on observe un matériau qui est capable de faire de la réduction du CO2 en éthylène. C'est encore plus fort que de faire de l'acide formique. Et là, à nouveau, bien sûr, puisqu'on est avec une série de ligands qui sont très différents, vous constatez à nouveau que, en faisant varier le ligand, on peut avoir des choses très très différentes. Et dans ce travail-là, donc les conditions, c'est de l'électrodéposition à courant constant, à pH acide, et vous pouvez prendre toutes sortes de supports. Hein. Ça peut être de l'or, ça peut être une électrode de cuivre, ça peut être une GDL, enfin une électrode de carbone. Eh bien, si vous n'avez pas le ligand, si vous avez simplement des sels de cuivre, vous avez un matériau qui se dépose, assez classique d'un sel de cuivre, pas du tout poreux, une surface lisse, etc. Et en fait, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'en changeant peu de choses, alors maintenant, si vous rajoutez du ligand, vous prenez le complexe avec cette molécule, en faisant des petites variations de pH, de courant, etc., vous pouvez avoir toute une série de matériaux différents, de morphologies différentes. Donc là aussi, c'est très riche. Ça veut dire qu'on peut,
enfin voilà, on contrôle un petit peu la production des matériaux qu'on obtient par ces méthodes-là. Et donc, vous voyez, vous avez ici des matériaux poreux. Alors ici, c'est matériaux amorphes. Ici, vous voyez, ce sont des fils de cuivre. Ici, ce sont des grains de cuivre. Voilà. Et ce sont des matériaux poreux. Et en fait, tous ces composés ont été étudiés et donnent des propriétés très très différentes. Vous voyez, on part du même complexe de départ. C'est un ligand azoté comme le cyclame, mais évidemment différent. Et on a des propriétés catalytiques différentes. Et avec le même ligand, on peut obtenir des matériaux différents en changeant les pH, en changeant les potentiels, les courants, etc. Donc ici, vous voyez que ce sont des voltammogrammes qui montrent les différences entre les différents métaux. Et vous voyez ici, dans des électrolyses, les très grandes différences. Alors en rouge, vous avez les fils de cuivre avec des rendements faradiques en éthylène et en alcool qui sont tout à fait intéressants. Donc, voilà, donc rendement faradique 80%. Et là, donc, on a un système relativement simple qui produit de l'éthylène et de l'éthanol avec des rendements faradiques intéressants, des surtensions qui sont assez limitées. Voilà, donc voilà, la conclusion, c'est l'introduction. C'est un domaine très, très riche, en même temps très controversé, très compliqué. Mais mon message, il est double. C'est-à-dire que, d'une part, il est de dire, finalement je m'adresse aux chimistes moléculaires, il est de dire, lorsque vous faites des complexes moléculaires pour faire de la catalyse, notamment dans des réactions qui nécessitent des conditions relativement extrêmes de pH, de potentiel, de solvant, attention, votre complexe a de bonnes chances. En tout cas, il faut considérer que ce n'est pas lui l'espèce active. Et que ce n'est pas la peine que vous passiez des années à essayer de comprendre un mécanisme à base de molécules si les espèces actives sont des petites particules métalliques, parfois difficilement visibles. L'autre message, c'est que quand même, quand on regarde toute cette littérature, on s'aperçoit que lorsque c'est étudié, mais ça ne l'est pas toujours, le ligand joue un rôle important dans la formation des particules, dans la morphologie des particules, dans leur structure, et donc dans l'activité. Et donc, vous voyez, on a vu cet exemple-là. Ici, ça a été, dans cet exemple, assez bien étudié. Ça a été bien étudié dans le cas de Fukuzumi, ici, dans cet exemple-là. C'est assez rare qu'il y ait cet effort de regarder l'importance du ligand. Et donc, en effet, il peut y avoir tout un tas de projets qui consistent à reprendre certaines de ces réactions et d'étudier plusieurs complexes avec des variations sur le ligand et de regarder comment ça impacte la structure des molécules, la structure des solides et leur activité. Donc, ce deuxième message, ça consiste à dire aux chimistes moléculaires, c'est quand même utile de faire des molécules, même si ces molécules se décomposent pour donner des catalyseurs solides. Voilà. Alors, je vais juste prendre quelques minutes
pour introduire avec un peu de retard, mais la problématique suivante. Donc toujours dans cette articulation catalyseur homogène, catalyseur hétérogène. Vous voyez ici, au fond, quand on regarde ce qu'on veut faire en pratique dans le domaine du stockage chimique de l'énergie, stockage en particulier de l'énergie électrique ou de l'énergie, des énergies renouvelables de type solaire, éolien, etc. Et ensuite, l'utilisation des énergies stockées sous forme chimique, donc des carburants, appelons-les carburants solaires quand il s'agit de procédés qui viennent de l'utilisation de l'énergie solaire, par exemple. Eh bien, je pense que là, vous avez résumé les dispositifs auxquels nous allons être, enfin, nous sommes déjà confrontés, mais nous devrions être confrontés beaucoup plus largement, beaucoup plus massivement. On est encore loin du compte, hein, bien sûr, mais c'est vers là qu'il faut aller. Alors, je le rappelle, j'ai déjà montré ces choses-là, mais je veux juste le rappeler. Transformation de l'énergie solaire en carburant, c'est, par exemple, ce couplage entre photovoltaïque et électrolyseur. Donc, vous avez ici un panneau photovoltaïque qui transforme l'énergie solaire en électricité, et cette électricité est envoyée dans un électrolyseur. Ou à l'anode, vous faites de l'oxydation de l'eau. Donc, on a déjà vu toute la problématique de l'oxydation de l'eau à plusieurs reprises, et on va continuer. Et puis, la réduction des protons en hydrogène ou du CO2 en quelque chose, CO, acide formique, éthylène, etc. Une autre version des dispositifs sur lesquels les gens travaillent actuellement, c'est ce qu'on appelle une cellule photoélectrochimique. Vous voyez ici, on a une étape d'électricité après le soleil, avant l'électrolyseur. Ici, tout est intégré. C'est-à-dire que les semi-conducteurs qui sont ici, ils sont directement sur les électrodes. On a une cellule photoélectrochimique. Donc les deux électrodes sont éclairées. La capture du soleil, de l'énergie solaire, ne se fait pas sur un panneau photovoltaïque. Elle se fait directement sur l'électrode parce qu'il y a des semi-conducteurs ici. Oxydation de l'eau sur la photoanode. Les électrons excités arrivent à la cathode ou à la photocathode, puisqu'il y a peut-être et probablement besoin d'un deuxième photon ici. Et ici, il y a des semi-conducteurs et il y a des catalyseurs. Et puis, vous avez des piles à combustible. Ici, j'ai pris l'exemple de l'hydrogène, mais on pourrait utiliser de l'acide formique, du méthanol, par exemple, mais je prends de l'hydrogène. Une fois que vous avez cet hydrogène ici, donc l'énergie solaire est stockée sous forme d'hydrogène, vous avez son utilisation dans des piles à combustible. Ici, c'est l'hydrogène qui est oxydé à l'anode, l'oxydant étant donc, où l'hydrogène donne ses électrons qui sont ensuite récupérés par l'oxygène à la cathode. Et donc la question qui se pose à nouveau, je l'ai déjà évoqué, mais qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? Alors les semi-conducteurs, c'est des solides, et les catalyseurs, c'est quoi? C'est des solides, c'est des molécules, voilà. Alors si c'est des solides, évidemment, donc on va mettre partout des semi-conducteurs solides et des catalyseurs solides. Si ce sont des molécules, ça veut dire qu'ils seront dans les électrolytes, dans les solvants. Et donc là, on aura des photosensibilisateurs et des catalyseurs moléculaires. Alors, ce que j'ai dit à plusieurs reprises, c'est que tout indique que ça ne sera jamais des catalyseurs moléculaires et des photosensibilisateurs moléculaires qui flotteront dans les solvants. Et que si on veut développer ces molécules-là, il va falloir les fixer à la surface des électrodes. Donc, tous ces dispositifs-là, demain, auront des catalyseurs, utiliseront des catalyseurs, parce qu'évidemment, on ne peut pas faire sans catalyseur, utiliseront des catalyseurs qui seront soit solides, soit éventuellement, parce que je pense quand même qu'ils seront surtout solides, soit éventuellement
seront moléculaires, mais fixées sur les électrodes. Et il y a toute une série de... Et donc, la question que je veux traiter maintenant, c'est la question de la fixation. Enfin, c'est la question de comment rendre des catalyseurs moléculaires solides à travers leur fixation sur des surfaces. Donc, à nouveau, cette articulation entre moléculaire et solide. Alors, juste quelques exemples de molécules qui ont, au cours des dernières années, été étudiées sur le plan de leur hétérogénéisation, c'est-à-dire fixation sur des surfaces. Dans le domaine de la réduction des protons en hydrogène, vous avez ici un certain nombre de catalyseurs qui ont été beaucoup étudiés, et sans doute, et vous en avez déjà eu quelques exemples la semaine dernière, les deux grands catalyseurs moléculaires aujourd'hui, les deux grandes familles de catalyseurs moléculaires aujourd'hui pour la réduction des protons, ce sont ces cobaloxymes ou cobalt-diimine dioxyme, et d'autre part, ces complexes de nickel diphosphine. Et ces molécules-là ont subi tout un tas d'études de fixation sur des surfaces. Du côté de l'oxydation de l'eau, voilà tout un tas de catalyseurs qui ont été étudiés, moléculaires, avec toute la problématique, vous l'avez vu, de leur décomposition. Mais dans le cas où ils ne se décomposent pas, parce que, évidemment, s'ils se décomposent, ce n'est pas la peine d'aller plus loin et d'essayer de les greffer, ça ne sert à rien. Donc il faut les greffer, ces molécules, lorsqu'on sait qu'elles ne se décomposent pas. Là, il y a eu relativement peu de choses, à l'exception de complexes de ruthénium. Il y a eu peu de choses qui ont été faites sur, finalement, la fixation de ces catalyseurs. Dans le cas de la réduction de l'oxygène, voilà quelques exemples de catalyseurs moléculaires qui ont aussi été étudiés par fixation sur des surfaces. Et enfin, le cas des catalyseurs moléculaires pour la réduction du CO2. Bon, disons que pratiquement tous ces systèmes-là et sans doute parmi les catalyseurs moléculaires, le plus connu et le plus étudié sont les porphyrines de fer, notamment par le groupe de Jean-Michel Savéan et Marc Robert. Ces molécules-là ont été en effet étudiées par greffage sur des surfaces. Alors, quand on dit greffage sur des surfaces, eh bien, il faut considérer le catalyseur, mais il faut considérer la surface aussi. De quoi on parle ? Eh bien, on parle évidemment il faut considérer des solides qui sont des solides conducteurs, semi-conducteurs, transparents, parce qu'à la fin, ce qu'on veut faire, c'est des électrodes ou des photoélectrodes. Et évidemment, ces solides doivent être les plus nanostructurés possibles, puisque un des défis, et souvent c'est ça qui coince, mais un des défis, c'est de pouvoir greffer ces catalyseurs à très haute densité surfacique. Vous voyez, ici, si on a un catalyseur solide, un atome est l'espèce active. Ici, c'est beaucoup plus encombré, donc vous allez en mettre quand même beaucoup moins que d'atomes. Mais quand même, il faut en mettre le plus possible pour avoir un catalyseur solide moléculaire, le plus actif possible. Donc la simple quantité de catalyseur à la surface de l'électrode est absolument centrale. Donc, par exemple, ça peut être des matériaux carbonés, genre nanotubes de carbone, graphène. Donc les semi-conducteurs, ça peut être des quantum dots.
des fixations sur des oxydes métalliques, sur des métaux, enfin, etc. Une autre chose, c'est le caractère poreux qui rajoute de la capacité surfacique, puisque non seulement vous fixez sur la surface, mais vous fixez à l'intérieur des pores, moyennant que, évidemment, ces pores soient accessibles au substrat. Et donc, là aussi, il y a eu beaucoup de choses autour de la fixation de molécules sur des solides poreux, genre MOF, Metal Organic Framework, un matériau à charpente hybride, polymère de coordination poreux, silicate mésoporeux, zéolite, enfin, etc. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Donc la prochaine fois, eh bien, on attaquera donc la problématique de comment transformer un catalyseur moléculaire en catalyseur solide et regarder ce qui peut être fait. Et plus particulièrement, on étudiera cet aspect-là, les solides poreux. Bon, ces matériaux, les Metal Organic Framework, les MOF, alors appelons-les comme ça, et les polymères de coordination sont des matériaux qui ont été développés il y a quelques années et qui font aujourd'hui l'objet d'un très grand nombre d'études. Et plus récemment, ils ont été utilisés pour fixer des catalyseurs et faire donc des solides poreux catalytiques qui combinent donc ces matériaux à des catalyseurs moléculaires. Et donc c'est de ça dont je vais parler. C'est un domaine qui est en pleine expansion. On en verra l'intérêt, les limites. Et c'est de ça dont je parlerai la prochaine fois. Voilà. Je vous remercie.